Blooming You, le podcast Mieux-être, corps et esprit. Rencontre avec la photographe Corinne Vachon. Alors, une croyance répandue perdure, celle selon laquelle la vie nous impose un schéma bien défini. On nous enseigne que la vie se divise en différentes phases. Une période de jeunesse et de retraite, où l'on peut voyager et poursuivre nos passions en toute liberté. Et entre ces deux moments, on nous inculque l'idée qu'il existe une période de responsabilité dite adulte, où nous sommes encouragés à mettre de côté certains de nos rêves pour bâtir un foyer et une carrière. Cependant, dans ce podcast, notre invité démontre avec éloquence que ces limites ne sont que des barrières auto-imposées. Mère de 3 enfants, photographe et exploratrice intrépide, elle a entrepris un voyage à la rencontre des peuples nomades du monde entier. Son travail captivant saisit et partage toute la splendeur de ces cultures ainsi que celle de leurs terres préservées, épargnées par l'agitation du monde moderne. À travers le prisme de la photographie de Corinne Vachon, nous sommes appelés à embrasser la beauté de la diversité et à célébrer la richesse de nos racines. Alors comment est-elle devenue photographe ? Quelles ont été les étapes de sa reconversion ? Quels obstacles a-t-elle rencontrés ? Comment réussit-elle à concilier sa vie familiale avec sa vie de photographe voyageuse ? Quel message cherche-t-elle à passer à travers ses œuvres ? Alors afin d'explorer la manière dont nous pourrions harmoniser nos aspirations avec la réalité, nous recevons aujourd'hui la photographe Corinne Vachon. Je suis Amal Dadol, une simple curieuse de ce qui fait une vie bonne et heureuse. Corinne Vachon, bonjour. Bonjour. Alors Corinne, comment êtes-vous devenue photographe ? J'ai eu plusieurs étapes vous parliez de plusieurs étapes dans la vie, l'enfance, la vieillesse et entre deux, une vie de responsabilité. J'ai eu plusieurs étapes même dans ma vie de photographe. J'ai commencé la photographie il y a une vingtaine d'années. Quand mon dernier fils a eu 3 ans, j'avais fait une école de commerce avant. Quand mon fils a eu 3 ans, j'ai refait une école de photo. Et en effet, je me suis donné des barrières, ce dont vous parliez. Je me suis donné des barrières parce que j'ai photographié pendant 10 ans en France. Je m'étais fait un studio chez moi. Donc pendant 10 ans, je me suis limitée à photographier en France. J'avais d'ailleurs fait studio dans mon école de photo, qui s'appelle Speos. J'avais fait option studio parce que je m'étais dit qu'il serait impossible pour moi de voyager un jour. J'avais cette responsabilité donc de mes enfants, exactement ce dont vous parliez. Et puis au bout de 10 ans, j'ai fait un premier voyage photo avec une amie qui m'a proposé de partir au Vietnam. 15 jours avant de partir, c'était au mois d'avril, je lui dis « Oh ben banco, je viens ». Et en fait, une fois au Vietnam, je me suis dit « Mais en fait, c'est ça la vraie vie ». C'est pas ma vie de photographe à Paris où je photographiais tout l'ouest parisien, je dirais, en jean et en t-shirt blanc. Et tout ça me paraissait quand même très futile et très, très faux, finalement. Les gens venaient chez moi et tout le monde souriait. Et puis finalement, c'était une fausse image de la vie. Donc, en voyage, dans ce premier voyage, j'ai découvert, en fait, j'ai eu l'impression de vivre une vraie vie en voyageant, moi et les gens que je rencontrais. Quelle a été votre première expérience photo significative ? C'était au Vietnam ? Donc au Vietnam, je suis partie avec une amie photographe et des non-photographes. Et oui, j'ai pu mettre en pratique tout ce que j'avais finalement expérimenté en studio. En studio, j'avais beaucoup travaillé sur la lumière. Une lumière de clair-obscur qui était pour moi assez facile à retranscrire parce que je ne faisais que ça. Donc finalement, je connaissais bien mon sujet et j'ai pu en voyage essayer de retrouver cette lumière clair-obscur dans la vraie vie finalement. Les peuples nomades sont au cœur d'une grande partie de votre travail. Qu'est-ce qui vous attire et vous inspire chez ces peuples ? Ça s'est fait un petit peu au fur et à mesure. Au fur et à mesure, j'ai voyagé. Donc, premier voyage, je pense que c'était donc Vietnam. Et après, où est-ce que je suis allée ? Je pense que je suis allée en Russie, voir les nénettes en Sibérie. Donc ça devait faire partie aussi des premiers voyages que j'ai faits. J'y suis retournée plusieurs fois. Et là, j'ai vraiment aimé vivre loin de tout, loin des réseaux, j'avais pas de téléphone, pas de wifi. Vivre vraiment en harmonie avec ces personnes. Ce que j'ai vécu aussi en Afghanistan, donc pas de réseaux sociaux, enfin surtout pas de téléphone et pas de wifi, donc c'est ce que je préfère en fait finalement quand je pars en voyage. C'est être coupé du monde et être coupé de
ne pas avoir de relation avec mon monde, en fait, et vivre réellement avec le monde avec lequel je choisis de vivre. Comment choisissez-vous les modèles qui apparaissent dans vos photographies? Et comment arrivez-vous à établir une connexion pour créer ces images riches en émotions? Je vis avec eux. Souvent, je m'installe avec eux pendant plusieurs jours. C'est quoi plusieurs jours? Ça peut être une semaine, 10 jours, ça peut être 3 jours, ça peut être 4 jours. J'ai des photos très fortes que j'ai mis, que je trouve très fortes ou que j'ai exposées, donc qui ont a priori, qui sont fortes, que j'ai pu faire en 2 minutes finalement. J'arrive dans un endroit, j'ai un souvenir comme ça au Kirghizistan où j'ai une jeune femme que j'ai photographiée et elle était avec sa grand-mère et sa grand-mère. Je voulais partir avec mon guide faire une balade et la grand-mère dit à sa petite fille mais reste ici, on va faire une photo tout de suite. Et moi je me disais non mais c'est trop tôt en fait, je la connais pas, j'ai pas créé le lien avec elle et finalement la photo s'avère être une de mes photos les plus fortes. Et à côté de ça, parfois il me faut une semaine pour mettre en place une complicité avec les gens avec lesquels je vais vivre. Enfin finalement il n'y a pas de règle, ça peut se faire très rapidement comme ça peut se faire en créant des liens qui vont mettre plusieurs jours à se créer. Normalement, je reste longtemps, mais la photo peut se faire très rapidement ou peut ne pas se faire d'ailleurs. Comment choisissez-vous les peuples et les destinations? Comment vous organisez tout ça? Comment ça vient à vous? C'est souvent un peu par hasard. Finalement, les Nénettes en Sibérie, je voulais aller au Groenland et puis je suis passée chez Grand Nord Grand Large, qui est une agence de voyage à Paris. Puis j'ai vu les Nénettes en Sibérie, je me suis dit, mais en fait, finalement, c'est beaucoup plus ça qui m'intéresse. J'avais l'impression qu'ils vivaient de façon encore très authentique, ce qui était d'ailleurs une réalité. Et donc, j'ai trouvé un fixeur à Moscou qui m'a organisé ce voyage. Parce que j'aime bien voyager seule. J'aime pas trop voyager. Il m'arrive parfois de voyager avec d'autres photographes, mais j'aime bien être seule avec un fixeur. Donc, comment je choisis? Plus c'est isolé, plus ça me plaît. Puis finalement, je choisis mes destinations. Je lis, je me renseigne, je vois aussi des images. Instagram, c'est quand même un vivier d'informations. Et puis, j'essaye de ne pas aller là où tout le monde va non plus. Pourquoi vous aimez voyager seul? Pourquoi c'est important pour vous? J'aime bien être dans une bulle quand je voyage. J'aime voyager seul, j'aime prendre un bouquin, je n'aime pas prendre de tablette, je prends jamais mon iPad, je regarde jamais de séries, j'aime rester concentrée dans ce que je fais. J'aime voyager seul avec un fixeur, en fait, avec un guide local. Local, c'est mieux parce qu'il y a beaucoup de pays où finalement les peuples nomades que je vais voir ont un dialecte un peu particulier. Il faut que le guide puisse le parler aussi pour qu'il soit vraiment en contact avec eux. Par exemple, un guide chez les Nénettes en Sibérie, il faut que ce soit un guide qui parle nénète, pas seulement qui parle russe. Je trouve que c'est plus intéressant de pouvoir vraiment communiquer à travers quelqu'un qui parle vraiment ces langues séculaires. Donc, je me vois pas déjà voyager avec d'autres photographes. Être à 10 sur une même scène, ça m'intéresse pas. Ça m'est arrivé uniquement au Sud-Soudan, où j'ai pas trouvé de fixeur. Et après, quand j'ai trouvé un fixeur, c'était trop cher, en fait, de voyager là-bas seul. Les types ont le monopole, donc finalement, ils vous font payer des sommes qui sont un peu délirantes, n'importe quoi. Donc, j'ai voyagé là en groupe avec d'autres photographes. Et en effet, j'aime pas voyager avec d'autres photographes. Ça veut dire que vous êtes sur une scène et tout le monde va prendre la même scène et vous allez trouver un endroit et tout le monde va venir prendre les mêmes photos que vous. Enfin, je trouve ça pas très intéressant. Dans l'à propos de votre site internet, vous écrivez « Il y a ce que je vois et ce que je veux ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que je vois et ce que je veux montrer. Finalement, on voit des choses, il y a certaines choses qu'on veut montrer, il y a d'autres choses qu'on ne va pas montrer, et je crois que chaque photographe est pareil finalement. On n'est pas objectif en fait dans ce qu'on montre. On voit des choses avec son cœur et on voit des choses qu'on va montrer et on va peut-être passer à côté de 1000 autres choses. Finalement, c'est vrai que si on était 10 photographes sur la même scène, on montrerait probablement pas la même chose ou pas avec la même émotion.
Comment vous vient votre inspiration? De voyage? De voyage, d'images, L'inspiration, elle est là, en fait, finalement. Quand vous voyagez, il y a des choses que vous voyez et qui vous inspirent forcément plus que d'autres. Parfois, je suis pas du tout inspirée. Il m'arrive de revenir de voyage et d'avoir rien, aucune photo. J'ai pas été inspirée, ou ce que j'ai fait, c'était pas bon parce que j'étais pas inspirée, ou parce que ça m'a pas parlé, parce que je reviens parfois sans rien du tout, en fait. Il faut pas croire que le métier de photographe, c'est aussi facile et qu'on va revenir avec 50 bonnes images de chaque voyage. Pas du tout, en fait. Parfois, on revient qu'avec... Déjà, si on revient avec 3-4 bonnes images, on est content, en fait, finalement. Non, c'est rare que j'ai beaucoup plus que 10 images, je dirais, après un mois de travail. Et parfois, je me souviens d'une petite fille que j'ai rencontrée là aux Anscars, dans un de mes derniers voyages, au mois de février, où j'ai été faire un trek sur une rivière gelée. Donc là, sur la rivière, j'ai pas fait grand-chose comme image. Il faisait beau. Pour moi, en fait, chaque ciel bleu représente plus une carte postale qu'une photo. Donc, je fais pas de photos en général quand il fait trop beau. Et on arrive dans un petit village. Et la maman, elle était allée chercher de l'eau. Donc, mon guide s'arrête. Il me dit, viens, on va lui reparler. Et là, je rentre dans une maison, mais des murs exactement comme j'aime, tout ce que j'aime. Un bleu très indien, en fait, qu'on trouve en Inde, un bleu un peu indigo. Et une petite fille habillée, mais de façon très typique, sans que j'ai eu besoin de faire quoi que ce soit. Et là, l'inspiration, elle est forcément là, en fait. Vous dites, oh là là, donc si je peux la prendre en photo. Et en fait, tout s'est fait très naturellement, où la famille était très contente que la petite fille pose et les autres enfants sont venus poser aussi. Donc, parfois, ça se fait vraiment très facilement. Mes guides trouvent ça un peu bizarre. Parfois, je leur dis, je vais faire une photo là. Eux, au début, en fait, après, au bout de quelques jours, ils comprennent. Mais au début, ils sont souvent surpris par mes choix de fond. Qu'est-ce que votre expérience et votre vécu auprès des peuples nomades vous a appris? Je me souviens d'une conversation qu'on avait eue ensemble, notamment sur la question des cultures, l'éducation des femmes. Ça m'a appris qu'il fallait rien voir avec nos yeux à nous, finalement. Il fallait vraiment essayer d'enlever un peu tous nos a priori pour voir le monde sans trop de préjugés. De préjugés. Quand vous allez, par exemple, en Afrique, vous voyez, il y a quand même des sociétés très patriarcales et des femmes qui ne sont pas malheureuses parce que finalement, elles n'ont connu que ça. Donc finalement, avec nos yeux à nous de vouloir émanciper tout le monde, on veut aller beaucoup trop vite dans l'émancipation et je pense qu'il faut que dans chaque culture, les choses prennent leur temps. Et je pense qu'on n'a pas de droit d'ingérence et pas le droit de jugement, en fait, sur la façon dont les gens vivent. Donc, quand je vais, par exemple, là, en Inde, au Ladakh, le rôle de l'homme est très défini, le rôle de la femme est très défini. Les femmes, finalement, elles ont un peu les mêmes rôles que les hommes, et on aurait tendance à se dire qu'elles font beaucoup de choses, nous, les femmes, que les hommes font peut-être moins. En fait, je veux plus juger du tout, en fait, je veux juste observer. Alors, vous parliez tout à l'heure, effectivement, de l'aspect financier, notamment sur le voyage trop cher au Soudan. Comment financez-vous vos voyages? Alors, j'autofinance complètement mes voyages par la vente de photos, par les expositions et la vente de photos notamment. Voilà, c'est ma seule source de revenus. Et j'achète mes appareils photos. Je suis assez autonome. En fait, je suis autonome quand j'organise une expo, il y a parfois il faut que je finance même les tirages. Donc maintenant, je choisis vraiment avec minutie les expositions que je veux bien faire parce qu'il faut que je puisse rentrer dans mes frais. Souvent, je refuse d'ailleurs de faire des expos parce que je sais que ça va me coûter cher par rapport à parce qu'il faut en vendre des photos après pour autofinancer. Puis je vends des tirages, donc ça me permet de repartir en voyage. D'accord. Photo, tirage, c'est la même chose. On parle de la même chose? Oui. D'accord. Et au départ, comment s'est fait la transition entre, effectivement, après votre école de commerce, vous faites des études de photographie, et puis, donc, vous décidez d'ouvrir, effectivement, un studio.
Comment s'est fait la transition financière entre le moment où effectivement j'apprends et je commence à faire et le moment où ça commence un peu à marcher, quoi? J'ai un mari qui gagne bien sa vie, donc il m'a vraiment au départ sponsorisé et il croyait en moi. Donc au départ, c'est lui qui m'a, je pense qu'il a dû m'acheter mon premier appareil photo. Et après, je vivais de pas grand-chose. Finalement, j'avais investi dans des flashs, un appareil photo. Et je travaillais tous les week-ends. Je faisais 1 ou 2 séances photo par week-end, qui finalement me permettaient de vivre assez correctement de la photo. Donc après, j'ai pu, grâce à ces séances photo que je faisais à Paris, financer mes premiers voyages. Et puis les premiers voyages, après j'ai assez rapidement fait des expos et assez rapidement vendu des photos, qui m'a permis à chaque fois de financer mon train de vie photo, entre guillemets. Mais pas mon train de vie... si j'avais pas mon mari, je ne vivrais absolument pas dans la même maison. Mes enfants n'auraient pas fait leurs études à l'étranger comme ils l'ont fait. Donc, je garde vraiment cet argent pour mes voyages, mais pas. Je vais pas mentir en disant que je vivrais comme je vis si j'avais pas mon mari. Alors effectivement, en plus d'être photographe et baroudeuse, vous êtes pas aussi mariée, on l'a dit tout à l'heure en introduction, maman de 3 enfants. Quel regard porte votre mari et vos enfants sur votre travail? Alors mon mari m'a toujours beaucoup encouragée. Les enfants, ils ont toujours trouvé ça normal. Ils n'avaient absolument aucune idée de ce que je faisais avant d'avoir des copains qui soient assez grands, assez âgés, je dirais, pour leur dire, mais tu te rends compte de ce que ta mère fait, là? Elle part toute seule en Afghanistan, elle part toute seule en Iran, elle part toute seule dans l'Himalaya indien, elle va faire des treks, des machins, des trucs. Eux, j'ai l'impression qu'ils se rendaient pas vraiment compte, finalement. Et c'est leurs copains qui leur ont ouvert les yeux en leur disant, mais moi j'adorerais avoir une mère comme ça, ou j'aimerais bien partir en voyage avec ta mère, à la limite. Alors, et donc là, ils en ont pris conscience comme ça. Alors c'est vrai que vous voyagez dans des conditions extrêmes. Extrême, et souvent, c'est vrai, en voyage, j'ai pas besoin de grand-chose, finalement. Je préfère les pays froids aux pays chauds. Je préfère mettre 2 doudounes et avoir 3 paires de chaussettes dans des bottes du 40 alors que je fais du 37, plutôt que être dans des températures à 40 ou 50 degrés, ce que j'ai eu dans le nord du Kenya, où finalement, je trouve ça super dur de travailler. J'aime bien le froid, j'aime bien les ciels chargés, ce que je disais tout à l'heure. J'aime pas les paysages où il fait trop beau. J'aime l'authenticité des gens des montagnes, j'aime l'authenticité des peuples reculés. Souvent au Pérou, en Bolivie, c'est dur, mais je trouve que les gens sont très authentiques. Oui, j'aime bien tous ces pays finalement. Pérou, Bolivie, Himalaya indien, l'Afghanistan, j'ai beaucoup aimé, le Kirghizistan. J'aime ces pays. Je sais pas si l'altitude fait quelque chose, mais je me sens très en harmonie avec eux. Quel conseil donneriez-vous à d'autres femmes qui aspirent, ou parents, mères de famille, ou même des hommes qui aspirent à réaliser leurs rêves tout en assumant des responsabilités familiales? Je crois que j'ai pas peur, donc déjà, n'ayez pas peur. Après, il y a plein de gens qui ont peur de tout, donc moi j'ai peur de rien, mais vraiment. J'ai pas eu peur du Covid, j'ai pas peur de partir seule, je vois jamais le danger. Et j'appréhende le danger. En revanche, je prépare bien mes voyages. J'ai toujours des bons guides. Je suis rarement, pour ainsi dire, jamais tombée sur un guide foireux. Je prépare bien en amont. Je sais où je vais. Je prends pas de risques inutiles. Mais en revanche, n'ayez pas peur, quoi. Une fois que vous y êtes, voilà. Et puis si vous arrive des trucs, il vous arrive des trucs. Mais surtout, je pense que c'est la peur qui freine. Je pense qu'il faut pas avoir peur. Allez-y. Alors comment vous disiez, je suis toujours tombée sur des bons guides, je ne suis jamais tombée sur des guides foireux. Comment vous faites pour sélectionner le bon guide? Quels sont vos critères de préparation? Les guides, j'en ai trouvé pas mal en fait grâce à Instagram, en discutant avec des gens. Alors il y a des photographes qui donnent leur fixeur, d'autres qui donnent rien du tout. Moi j'ai eu la chance de tomber en Afghanistan sur Andrew Quilty, qui est un photojournaliste qui habitait à Kaboul,
qui est australien, qui m'a filé son guide, en fait, qui m'a dit prends-le, lui, il est très bien. Enfin, bref, Afghanistan, ça s'est fait comme ça. Kirghizistan, j'ai eu de la chance, je suis tombée sur un type qui parlait un français, mais parfait, presque meilleur que le nôtre d'ailleurs. Il avait appris un français très chiadé, que j'ai trouvé par une agence de voyage. Là, je suis tombée sur un super guide en Inde, au Ladakh, qui est un type qui est PhD, qui a un PhD en histoire bouddhiste, donc hyper intéressant, qui travaillait pas parce qu'il trouvait pas de boulot en tant que prof d'université au Ladakh. Donc, il a bien voulu être mon guide et on continue un projet ensemble là, qui va continuer pendant encore quelques temps. Donc, beaucoup Instagram, beaucoup des agences de voyage ou des rencontres sur place. Alors, vous dites que vous n'avez pas peur. D'où vous vient cette confiance, cette grande confiance que vous portez en vous, en vous-même? J'ai pas peur parce que je pense que j'ai une bonne étoile. J'ai toujours vécu avec cette idée que j'avais une bonne étoile. Assez jeune, même très jeune, en fait, à 14 ans, j'ai reçu une balle dans le dos, une balle de revolver. J'étais chez une amie, son frère jouait avec un pistolet de la guerre d'Espagne. Il a tiré et j'ai reçu la balle dans le dos. En fait, elle est entrée du côté droit, elle est ressortie du côté gauche. Elle est passée à 2 mm de la colonne vertébrale. Et en fait, je n'ai rien eu. Je me suis retournée, j'avais un pantalon blanc qui était plein de sang et j'ai rien eu. Et depuis tout ce temps-là, finalement, je me dis que j'ai une bonne étoile. Je passe toujours à travers les choses. Je suis tombée dans une avalanche avec une copine qui était complètement ensevelie. Moi, j'avais juste la tête qui sortait, mais finalement, on s'en est bien sorti. Et c'est vrai qu'on me dit tout le temps, oui, t'as une bonne étoile. De toute façon, je passe toujours à la limite du danger. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai l'impression que je vais toujours dans des endroits où je suis juste à la limite. En fait, à la limite de ce que je peux supporter. Mon dernier voyage, je dormais au bout de 3 jours, on dormait à 5200 mètres d'altitude. En fait, tout le monde vous dira, mais en fait, il faut des paliers, il faut rester longtemps avant de pouvoir supporter cette altitude. Et en fait, non, en fait, j'y arrive, je n'ai aucun mal de l'altitude. Est-ce psychologique ou est-ce réel? En tout cas, je n'ai pas mal, je n'ai pas peur. Je sais que je vais rester 8 jours, que j'ai pas beaucoup plus longtemps. Enfin, c'était un voyage où je suis restée 3 semaines, là, en l'occurrence, mais je reste 8 jours chez eux. Si j'avais peur, peut-être que j'aurais le mal de l'altitude, peut-être que je m'écouterais beaucoup plus. Et donc, voilà, je n'ai pas peur, mais tout ça vient en effet je pense, de cet accident qui m'est arrivé quand j'avais 14 ans. De cette balle que j'ai reçue dans le dos et où je m'en suis sortie juste avec 2 éraflures, en fait. 2 petits trous dans le dos. Waouh. Qu'est-ce que ça a créé chez vous? Sûrement une envie de vivre, de me dire que j'aurais pu être handicapée. En fait, j'étais à 2 mm, en fait, finalement, d'être comme L'homme qui vivait dans sa tête, ce bouquin qui est sorti de cet homme qui est sorti exactement au même moment, c'était en 80, et lui qui a été paralysé. Et moi, je suis sur mes 2 jambes, et donc je profite, et je me dis que tous les jours, il faut que je profite. Et c'est complètement inconscient. J'en ai pris conscience il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Je me suis dit, cette façon de vouloir vivre à 100 à l'heure à chaque fois, est-ce que c'est pas aussi à cause de cet accident qui m'arrivait quand j'avais 14 ans? Je ne sais pas. Comment réagissent vos parents suite à cet accident? Alors, très bizarrement, en fait, mon père est venu me chercher. Le copain donc qui avait tiré lui a dit qu'il avait tiré avec une carabine à plomb, en fait, dans le jardin. Mon père l'a regardé en lui disant, mais en fait, tu me prends vraiment pour un con. Il est chasseur, donc il a dit, tu me prends vraiment pour un con si c'est pas une balle de carabine. Il m'a emmené, on est rentré à la maison, et ma mère, qui était médecin, elle était avec 2 copains médecins à la maison, mais complètement par hasard. Ils m'ont allongé, ils ont regardé, ils ont dit, bon, bah écoute, tu marches, en fait, donc il y a rien. A priori, il y a rien. Et donc, ils m'ont emmené à l'hôpital que le lendemain matin. Et c'est vrai que quand j'ai raconté ça à des copains après, même j'avais un copain à une époque qui était chirurgien, je lui ai raconté ça, il m'a dit, en fait, ils sont quand même hyper bizarres, tes parents, quand même. Ils auraient quand même pu t'emmener directement à l'hôpital. Mais non, en fait, c'était pour eux, ils avaient vu que c'était pas grave, donc il fallait pas dramatiser les choses. Ils n'ont jamais dramatisé les choses, finalement. Et donc, je pense que tout ça m'a donné aussi une grande confiance, finalement, en moi. Une grande confiance en la vie, en se disant, tant que c'est pas vraiment grave, il faut pas dramatiser les choses.
Mais ça veut dire quoi, des parents qui accompagnent sans dramatiser? Après, je suis partie faire une partie de mes études aux États-Unis. Je suis arrivée à Philadelphie, j'avais 50 kilos de bagages. Je savais pas où j'allais dormir le soir même. Alors, tous les parents venaient avec leurs enfants pour leur trouver un appart et tout. En fait, moi, ils m'avaient laissé partir. Donc, je me suis pointée à l'université. Ils m'ont accueilli pendant 3 jours. Après, j'ai squatté 3-4 jours. J'ai des Français que je venais de rencontrer. Après, je vivais dans un quartier de Philadelphie un petit peu malfamé. Je les appelais, je leur disais, voilà, écoute, je vivais vraiment dans le quartier vraiment black de Philadelphie, ça craint. Ils me disaient, écoute, on est à 6000 km, 7000 km, on peut rien faire pour toi. Débrouille-toi, en fait, finalement. Et je pense que ils avaient confiance en moi, en fait. On en a parlé, mais bien après, il y a peu de temps. Mon père me disait, mais en fait, on avait tout à fait confiance en toi. On savait que tu pouvais te débrouiller. On savait que tu étais tout à fait capable de le faire, en fait, finalement. Vous avez des frères et sœurs? On est 4. On était 4. Donc, j'ai un frère et 2 sœurs. Et quelle est votre place dans la fratrie? Je suis 2e après mon frère. On est 2 pères. Et du coup, est-ce que effectivement, cette confiance, c'est quelque chose qui vous a été dédié, que vos parents vous ont destiné, ou c'est quelque chose qu'ils ont légué à tous les 4? Oui. Peut-être plus moi, finalement. Plus moi que les autres, j'ai l'impression. J'ai une de mes sœurs... J'étais la fille aînée, en fait, comme ma mère bossait beaucoup, mon père aussi. Je me suis beaucoup occupée de mes sœurs, en fait, petites. Un jour, elles me l'ont reproché, d'ailleurs, et je leur ai dit, écoutez, moi, j'ai rien demandé, hein. Je n'ai pas demandé à avoir le rôle de mère. C'est vous qui m'avez vu comme ça, mais moi, j'avais pas du tout envie que vous me preniez pour votre mère, finalement, parce qu'elles m'ont reproché en me disant que j'avais eu beaucoup d'influence sur elles, en fait, quand elles étaient petites. Et moi, je me suis défendue du truc. Je leur ai dit, écoutez, moi, je n'ai rien demandé. J'ai juste pris une place, il y avait une absence, et peut-être que on dit que la nature a horreur du vide, et j'avais pris cette place-là, alors que j'ai pas eu l'impression d'être particulièrement maternelle avec mes enfants. Je le suis, mais pas plus que ça, en fait, finalement. Mais je l'ai été peut-être plus avec mes sœurs. Et mes enfants, j'ai toujours considéré que je leur ai donné ce qu'il fallait, en fait, ni plus ni moins, en fait, finalement. Je les ai pas non plus aidés quand ils sont partis tous étudier à l'étranger. Je suis pas allée les installer non plus. Il y en a un qui était à Milan, l'autre qui était en Espagne, le 3e en Angleterre. Je suis pas allée avec eux chercher un appartement. Je les ai laissés vraiment se débrouiller. Après, je leur ai dit, est-ce que vous voulez que je vienne? Ils m'ont dit non. Bon, voilà, je suis pas allée, quoi. Donc voilà, ne surprotégez pas vos enfants non plus. Alors, dans un entretien que vous avez accordé au magazine Aralia, vous avez déclaré « Je ne crois pas en la réincarnation et pourtant je sais que dans une autre vie, j'étais libanaise ou peut-être iranienne ou encore égyptienne ». Comment expliquez-vous ce ressenti paradoxal? Il y a des pays dans lesquels on se sent bien, on sent tout de suite qu'on a une affinité avec les gens. C'est vrai que la première fois que je suis allée au Liban, je me suis dit, et puis toutes mes copines libanaises, je me dis, ou iraniennes, je me dis, mais j'ai dû être iranienne ou libanaise dans une autre vie. Je me sens en parfaite symbiose avec ce côté, pourtant que je n'ai pas complètement. Je suis moins expansif qu'elle, je suis moins dans un peut-être contact physique, mais je me sens très bien avec ce contact très oriental. J'aime l'Orient. Alors la reconversion est un défi. Quels obstacles avez-vous rencontrés lors de votre transition vers la photo et comment les avez-vous surmontés? Bon, j'ai pas surmonté tant d'obstacles que ça parce que quand j'ai arrêté, je travaillais pour l'industrie pharmaceutique. J'ai arrêté de moi-même quand j'ai eu 3 enfants en 3 ans. Donc quand le 3e est né, c'est exigeant. Quand le 3e est né, j'ai arrêté de bosser. Donc et puis quand il a eu 3 ans, on habitait en banlieue parisienne. Je me suis vraiment ennuyée, c'est-à-dire que je me suis dit que mère au foyer, c'était pas moi, et mère au foyer à aller promener mes enfants au parc avec d'autres copines, c'était encore moins moi. Donc finalement, la transition de l'école de photo s'est faite assez naturellement. Il y a eu un été où je me suis dit non mais si je reste comme ça, je vais dépérir. Et mon mari m'a dit mais t'as la chance de pouvoir faire ce que tu veux en fait.
Donc je lui ai dit, écoute, je vais faire cette école de photo. Et j'ai été prise dans l'école de photo, donc j'étais assez contente. Et ça m'a redonné une énergie, un vrai punch, en fait. Quel moment de votre parcours de reconversion vers la photo vous a particulièrement marqué ? Pendant mon école, vous voulez dire ? Pas forcément, un moment où effectivement, pendant cette phase de transition, y a-t-il un moment qui a été La vraie transition, ça a été quand j'ai commencé à voyager. La vraie transition, c'était de me donner des barrières encore quand les enfants étaient petits, en me disant qu'il fallait que je sois là jusqu'à ce qu'ils aient... je me suis jamais posé vraiment la question, d'ailleurs. C'était très naturel pour moi de travailler à Paris, de faire des photos en studio. Je n'osais pas à ce moment-là, je m'étais même pas imaginé voyager. Et la vraie transition, ça a été quand j'ai commencé à voyager pour moi. Vos enfants avaient quel âge quand vous avez commencé ? Je dirais que c'était il y a 11-12 ans. Le dernier devait avoir 11 ans ou 11 ans. Et après, le dernier est parti faire ses études en Angleterre, sa 5e. Et après, ils sont tous partis à Bilingue à Lille, pensionnaires. Donc finalement, c'était pas du tout à cause de la photo, c'était pour de toute autre raison. Mais finalement, ça m'a donné beaucoup plus de liberté aussi, de savoir qu'ils étaient pas là la semaine, qu'ils étaient pris en charge. Donc ça m'a libérée sûrement. Et ça m'a donné plus de liberté de voyager. Alors, passer de l'industrie pharmaceutique à la photo, quel regard ont porté votre entourage, vos amis sur cette transition, sur cette nouvelle activité, sur ce nouvel équilibre fait de voyage et d'art ? Il y en a beaucoup qui n'ont jamais pris ça très au sérieux, en fait, qui ont toujours pensé que c'était un hobby et que je faisais des voyages. Donc maintenant, j'ai changé de discours, je fais des reportages. Non, parce que quand on vous dit c'était bien ton dernier voyage, tu peux m'emmener avec toi, vous dites écoute, ça fait quand même 10 ans que je fais des reportages photos où je pars toute seule, donc non, je suis pas une agence de voyage, j'emmène pas d'amis en voyage et c'est des reportages. Et puis quand l'année dernière, en rentrant de voyage, justement, j'ai un ami qui m'a dit qu'il cherchait des photos à acheter pour un chalet au ski. Et je lui dis, peut-être que tu peux regarder ma série des Nénettes en Sibérie. Il m'a dit, c'est vrai que tu vends tes photos. Donc voilà, au bout de 15 ans, je me suis dit quand même. Et une autre amie qui m'a dit, c'est vrai que cette fille qui travaille pas un peu comme toi, en fait. Et là, je me suis dit, non, mais en fait, il faut que les gens arrêtent de penser que je voyage et que il faut que je remette les choses en place et que je leur dise que je suis photographe et si je voyage, c'est que je vais en reportage et je vais faire des sujets pour faire des photos, en fait. Je ne suis pas une voyageuse. Peut-être une photographe voyageuse, mais je suis d'abord photographe. Comment expliquez-vous, effectivement, cette perception, ce décalage ? En fait, j'ai un de mes fils qui m'a dit, écoute, maman, c'est complètement de ta faute. Tu parles de tes voyages, tu parles jamais de tes photos. Alors, je parle pas de mes photos parce que je voulais pas me mettre en avant. En fait, je voulais pas... C'est difficile quand vous êtes photographe de dire, regarde, mes photos, elles sont canons. En fait, non, je suis incapable de dire ça. Je suis incapable de dire, regarde mes photos, elles sont vachement belles. Non, je peux pas le dire. En fait, il faudrait qu'un agent dise ça pour moi ou qu'une galerie dise ça pour moi. Moi, je suis incapable de le dire. Donc, c'est un de mes fils qui m'a dit, écoute, maman, c'est complètement de ta faute, en fait. Tu parles de tes voyages, tu parles jamais de tes photos. Et du coup, qu'est-ce que vous avez organisé maintenant pour changer la donne ? Ça prend du temps, mais maintenant je dis que je pars en reportage déjà. Et j'ai pas peur de dire que je suis photographe. Alors, où est-ce qu'on peut découvrir votre travail ? J'ai fait une belle exposition dans une galerie d'art contemporain à Lille au mois de mai et juin. Donc, il y a encore quelques photos sur mon Instagram de cette exposition. Et sinon, je vais faire une exposition début novembre à Paris. Je vous donnerai l'adresse et le nom de la galerie. Oui, on mettra ça en lien dans la retranscription de ce podcast. Alors, quels sont du coup vos prochains projets de reportage ? Alors, je repars. Je suis allée 3 fois déjà cette année au Ladakh voir les Shangpa, qui est un peuple nomade qui vit dans le nord de l'Inde, donc au Ladakh, dans des régions vraiment très très reculées. Au mois de juin, je suis allée les voir. J'ai vécu avec eux à 5300 mètres d'altitude pendant une semaine.
Et j'ai vu d'autres Shangpa, les Shangpa de Karnak, avec qui j'ai vécu aussi une semaine, et je leur ai promis de revenir en plein hiver. D'ailleurs, ils m'ont invité. Donc, je vais y retourner. Et j'aime bien aussi découvrir de nouvelles destinations. J'aimerais bien aller au Laos. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas, mais je pense que j'aimerais bien aller au Laos, qui est encore un pays qui, pour moi, est loin du tourisme, loin des touristes, et je pense qu'il y a quelques peuples autochtones à rencontrer au Laos. Mais je vais continuer mon reportage chez les Shangpa au Ladakh. Alors Corinne Vachon, en quoi croyez-vous ? Moi, je crois en la bonté des gens. Moi, je pense que je vois pas tellement de mal chez les gens. Je crois en une vie peut-être assez naïve en fait, mais je crois en l'authenticité. Je crois à la gentillesse. Donc parfois, je suis souvent déçue d'ailleurs, mais c'est pas grave. Je continue à croire en ça. Qu'est-ce qui vous inspire ou vous émeut ? Je peux être émue par souvent par ces gens avec qui je vis, en fait, finalement, qui vivent, pour moi, des vies qui me paraissent impossibles à vivre. Parce que c'est facile, en fait, quand vous êtes photographe, vous restez 1 semaine, 15 jours, 3 semaines, 1 mois, vous allez revenir plusieurs fois, mais finalement, vous vivez pas au quotidien leur vie. Donc, ça m'émeut de voir à quel point ils peuvent être sympas quand ils vous accueillent, à quel point eux peuvent être émus de savoir que vous allez revenir, que vous revenez les voir. Tout ça m'émeut, en fait. Donc, j'aime redonner, en fait, ce qu'on me donne. Et là, par exemple, j'ai un sujet. Je suis allée au Pérou il y a pile 1 an, au mois d'octobre l'année dernière. Et j'avais promis à une petite fille que je parraine, que j'allais revenir la voir. Et donc là, j'ai essayé de discuter avec mon guide. Et a priori, je vais pas pouvoir y retourner là au mois d'octobre. Je pensais y retourner au mois d'octobre avec lui. Et lui n'est pas dispo, mais je lui ai dit qu'il fallait absolument que j'y retourne parce que cette petite fille m'a énormément émue. Elle pleurait quand je suis partie, donc je la parraine, donc je la marraine, je sais pas comment on dit, mais j'aimerais vraiment aller la revoir. Donc oui, ça c'est des situations qui peuvent m'émouvoir. Après, je ne parraine pas et je ne sponsorise pas énormément de gens en fait. Finalement, je préfère les choisir avec vraiment parcimonie, en fait, finalement, les gens à qui je veux vraiment donner, parce que sinon, je pourrais donner à toutes les personnes que je rencontre. Mais je préfère bien donner, avec sincérité. Qu'est-ce qui vous effraie aujourd'hui ? Pas grand-chose, en fait, finalement. Je pourrais être effrayée, en effet, par ChatGPT, mais je suis pas effrayée du tout. Au contraire, je trouve qu'il faut vivre avec son temps. Je suis assez effrayée de voir qu'il y a, en effet, un tremblement de terre dont on parle énormément aujourd'hui au Maroc, mais qu'à côté de ça, en Libye, il y a plus de 10 000 disparus. Ça m'effraie énormément. Ça m'effraie, ouais, je trouve que ce qui se passe, en fait, ces phénomènes naturels m'effrayent vraiment. Mais comme on peut rien faire contre ça, il faut continuer à vivre, il faut vivre sans avoir peur, en fait, finalement. Qu'est-ce qui vous fait du bien ? De penser que je vais repartir en voyage. En fait, ça me fait pas de bien de savoir que je voudrais faire un livre avec Valérie Baubert, qui a cette galerie, le 3-5 à Lille. Elle voudrait qu'on fasse un livre, et avec cette personne qui travaille chez Aralia, savoir que je vais être bloquée 2 mois à Paris parce qu'il faut que je travaille sur le livre. Ça me fait un peu peur, je vous avouerai. Ça me fait du bien de savoir que je vais repartir et que je vais organiser un voyage. En fait, je me sens un peu... j'aime pas me sentir enfermée. J'aime pas avoir me sentir contrainte. Votre mantra ou la phrase que vous vous dites pour vous faire du bien ? Oh, j'en ai pas. Je pense pas. Je vois pas. Je vois rarement mal, en fait. Donc... je me dis que j'ai de la chance, quoi. Je vais bien, je vais rarement mal. Comment ça m'arrive, mais ouais. Je vais rarement mal. Et quand ça vous arrive ? Bon, je me dis qu'il y a 1000 fois plus malheureux que moi, en fait. Donc, voilà, j'essaye de relativiser, quoi. Mais j'ai rarement de problèmes graves, en fait. Eh bien, merci Corinne. Merci Amal. Merci.
Merci beaucoup. La vie nous amène souvent à jongler entre nos rêves et les exigences de la réalité. Le parcours de Corinne Vachon nous rappelle qu'il est possible de trouver un équilibre, même dans les situations les plus complexes. Chacune des photographies de Corinne Vachon nous propulse vers des mondes et des peuples oubliés. À travers son objectif, elle capture l'essence de la diversité culturelle qui unit l'humanité, rappelant que malgré nos différences apparentes, nous partageons tous la même planète et une histoire commune. Ces images nous invitent à explorer ces coins reculés et à plonger dans les traditions et les visages qui façonnent notre riche tapisserie humaine. Elles nous rappellent que la curiosité est une passerelle vers la compréhension, que l'empathie transcende les frontières et que la préservation de notre patrimoine culturel est un devoir sacré. Voilà, je vous donne rendez-vous sur bloomingyoU.fr où vous trouverez la transcription de cet entretien avec toutes les références. Je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres et découvertes. Et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt.